La vidéo précédente se termine donc sur la fécondation et sur l'idée que la fécondation croisée implique une mobilité des grains de pollen. Donc pour la première fois, on peut parler de mobilité au niveau des plantes, puisque le grain de pollen va devoir le plus souvent se déplacer par lui-même ou aidé d'une plante à une autre, ce qui nous amène à l'idée du grand C, pollinisation et mobilité. Bien sûr, la plante n'est toujours pas mobile, ce sont les grains de pollen qui vont l'être. Dans un premier temps, le transport des grains de pollen. Vous avez ici l'exemple de la fleur de vanille, qui est une plante de type, enfin de la famille des orchidées. Euh, Elle est originaire d'Amérique centrale et le pollen, il est sous forme de groupements qui s'appellent des pollinies, qui peuvent se détacher rapidement de la plante à condition qu'une force, même légère, y soit, enfin, que la plante soit soumise à une force légère. C'est ce que vont faire les insectes pollinisateurs. Euh, et pour attirer le, le pollinisateur, eh bien la plante, les fleurs de la vanille émettent des molécules odorantes qui vont attirer le pollinisateur. Si vous voulez prendre ça comme argument, il faudrait savoir faire ce petit schéma. Cette plante avec son excroissance qui est stérile, qui s'appelle le rostellum, va faire tomber les pollinies sur le dos de l'abeille toute noire là, qui pollinise la fleur de vanille. En cours, on va voir un nouveau fragment de ce C'est pas sorcier que je vous conseille dans son intégralité. Il est très bien fichu, même s'il est très vieux. Qui va nous permettre de noter que les plantes attirent les insectes, les animaux en général, par leur couleur, leur forme. J'ai dit la plante, c'est pas la plante qui attire, c'est la fleur ou les fleurs qui parfois s'y mettent à plusieurs pour attirer. C'est le cas du tournesol ou de la marguerite qui sont prises comme exemple dans le C'est pas sorcier, ou encore leur odeur. Vous pouvez prendre l'exemple de la vanille également pour cela. Ce qui amène à la notion 14. Dans une majorité des cas, la pollinisation repose sur une collaboration, cette idée de collaboration qui est importante, entre plante et pollinisateur, en relation avec la structure de la fleur. Toutefois, le vent peut aussi transporter le pollen. On parle de plantes anémophiles si c'est le vent qui transporte le pollen. On parle de plantes entomophiles, ENTO, si ce sont des insectes qui transportent le pollen. Et là, on arrive à l'idée du grand oral sujet 6, qui concerne la coévolution entre plantes et animal. Il serait bien qu'on ait plusieurs exemples de cette évolution d'un côté et de l'autre. Peut-être cet exemple plus détaillé de la fleur de vanille ou d'autres. Alors, comment passe-t-on de la fleur au fruit? Là aussi, on a vu juste après, dans l'extrait de C'est pas sorcier, différentes façons qu'ont les animaux de transporter cette fois les graines qui se situent au sein de fruits euh, ou oui, qui sont la plupart du temps transportées au sein du fruit. Alors vous avez ici l'exemple de la tomate. Vous avez la fleur de tomate avec ses sépales, ses pétales. Alors les sépales et pétales en général fanent au moment après qu'il y ait eu fécondation. Et donc les ovules fécondés euh, dans l'ovaire vont s'entourer, suivant les cas,
pulpe, de structures qui les protègent. Ici, vous connaissez bien la structure de la tomate avec des pépins, hein, qui sont les graines de ce fruit. Alors, ne pas faire la confusion fruits du commerce et fruits botaniques. Une tomate, c'est habituellement appelé un légume. Ça n'a pas de sens au niveau botanique, c'est le fruit du plant de tomate. Alors, on retrouve ici un document déjà vu précédemment. Les graines des différents végétaux vont contenir des réserves. Je rappelle que ces réserves sont issues de molécules de la photosynthèse, hein, le glucose notamment, qui sont ensuite métabolisées pour être transformées en d'autres sucres, notamment des sucres, des gros sucres, des macromolécules comme l'amidon, qui est le cas ici au niveau des noix ou des haricots qui contiennent de l'amidon mis en évidence par l'eau iodée, mais ils peuvent aussi contenir des sucres réducteurs comme le glucose ou son cousin entre guillemets le fructose, hein, le sucre des fruits, qui sont mis en évidence ici par la réaction à la liqueur de Fehling. Donc on n'en a pas ici. La liqueur de Fehling, je rappelle que ça donne un précipité rouge brique, c'est-à-dire orangé quand il y a présence. Donc on voit qu'il y en a un peu dans la noix. Mais aussi peuvent contenir des lipides. C'est le cas pour la noix qui fait une tache grasse sur le papier. Aucune trace chez le haricot. Et enfin, le réactif du biurée pour caractériser les protéines, qui nous indique qu'il y a un peu de protéines dans la noix et un peu plus dans le haricot. Donc des réserves de nature diverses et variées et plusieurs molécules chimiques différentes dans une même graine, c'est possible. Par exemple ici, on voit que chez le pois, il y a à la fois des glucides en majorité, jusqu'à 3/4 de la quantité du pois, mais aussi des protides et un peu de lipides. Donc les protides, ça c'est pas mal pour ceux qui ne mangent pas de viande. Le blé, lui, est essentiellement constitué de glucides, vraiment un tout petit peu de protides et 3 fois rien de lipides. Et enfin, le colza, dont on fait de l'huile, bah là, la richesse va se porter sur les lipides. Là encore, une expérience faite précédemment en TP, pas très bien réussie. On a ici coupé des grains de blé en deux. Alors ceux-ci, on les avait laissés tels quels secs, et ceux-ci, on les avait mis dans l'eau de telle manière à ce que la germination débute. Hein, on voit un petit bout de germe qui se présente. On voit dans le cas, donc là on a le témoin, et ici on a l'expérience qui fonctionne puisqu'on a un espèce de halo décoloré qui prouve que la graine a fabriqué des enzymes qui sont capables d'hydrolyser l'amidon en molécules, en glucides plus simples, plus petits, que sont du glucose ou du maltose, c'est-à-dire un ensemble de 2 molécules de glucose, à partir de l'amidon, qui est une grosse molécule constituée de glucose. Donc, métabolisme qui intervient ici. Ce qui amène à la notion 15, à l'issue de la fécondation, la fleur qui porte des ovules se transforme en un fruit qui renferme des graines. Alors ça c'est important, souvent dans les copies on a des confusions, associez bien fleur devient fruit, ovule deviennent graines. On arrive donc au paragraphe grand D, les graines et la mobilité, parce que là encore, tout comme pour le pollen, c'est une phase où la plante va pouvoir
disséminer ses descendants. Mais tout d'abord, on va voir que la graine, c'est un embryon en attente qui est protégé. Alors, vous avez ici une expérience, donc un argument possible pour ce paragraphe, qui montre le taux de mortalité des charançons en fonction de l'aliment proposé, soit des graines avec téguments, soit des graines sans téguments. Alors, ce sont des larves de charançons que l'on a nourries de cette façon, et vous voyez que ces larves vont toutes mourir, 100%, si on leur donne des graines avec téguments. Ce qui veut dire que ce tégument qui entoure la graine est une protection pour celle-ci, pour éviter qu'elle soit mangée par des insectes, des animaux. Ce tégument, il n'est pas toujours complètement efficace. Ici, par exemple, chez la noix, qui n'est pas encore mature, vous avez un tégument vert et donc plus souple, qui peut être traversé par un insecte, alors qu'ici, et notamment souvent les insectes vont aller piquer le fruit et introduire leurs œufs à l'intérieur, comme ça la larve va pouvoir se développer à l'intérieur. Par contre, la noix mature possède une espèce de coque, une enveloppe protectrice épaisse et résistante qui ne peut pas être franchie. Pour le haricot, là aussi, on a un tégument qui est plus fin, mais qui est quand même une source de protection pour la graine. Donc la graine contient l'embryon d'une future plante qu'elle protège grâce à une enveloppe résistante et elle nourrit jusqu'à la germination en utilisant des molécules de réserve préalablement accumulées. C'est ce qu'on a vu précédemment. Nous arrivons donc maintenant aux différents modes de dispersion des graines. Là aussi, on a vu quelques exemples dans le cépa sorcier. Ici, on a un joli exemple sur des graines, enfin des fruits tropicaux, je vais y arriver, que l'on a retrouvés en Irlande, c'est-à-dire bien loin des tropiques, tout simplement parce qu'ils ont été transportés par les courants océaniques qui qui circulent dans l'Atlantique. Et ces fruits ont la particularité d'avoir des flotteurs, flotteurs qui peuvent être une cavité remplie d'air, comme ici pour les graines de cœur de mer, ou tout un tas de cavités, elles aussi remplies d'air pour le fruit de blister pod qui est présenté ici. Autre façon de transporter le vent, avec cette soude roulante qu'on appelle aussi des virevoltants que l'on voit dans les westerns par exemple. L'embryon il est spiralé, ce qui va faciliter la germination et donc cette partie desséchée de la plante va transporter les graines quelquefois jusqu'à plusieurs kilomètres à la ronde. Je vous laisse analyser ce document-là qui est aussi fort intéressant parce qu'il est accompagné de chiffres. La graine peut très peu germer si elle n'est pas mangée par les dromadaires, donc si elle n'est pas passée par le tube digestif contenant des enzymes qui vont détruire les téguments. C'est donc indispensable. On a une coévolution entre le dromadaire et le fruit. D'autres fruits qui peuvent être transportés en étant portés, par exemple par ce cheval, mon chien en fait autant, ou alors directement propulsés par le végétal. Donc d'autres exemples dans le cépa sorcier, là on retrouve la bardane. Vous pouvez noter ces différents exemples possibles et terminer par la notion 17. Merci pour votre attention. Vous avez aussi des choses pour réviser à la suite.